Et avec tout le mal que je pense de Ruffin. Les hérétiques sont des fous. Ils dévient de la croyance de Rome. Donc pour l'Église, ils disent n'importe quoi. Ces insensés ne croient pas... Et c'est là où pour moi reste la diff entre Hollande et Ruffin. Hollande, il est pas de notre côté de la barricade. Hollande, ça fait longtemps qu'il est passé du côté des policiers. Ça fait longtemps qu'il est passé de l'autre côté de la barricade. Ruffin, il est encore avec nous. On sait pas pour combien de temps. On sait pas si ça va durer toute la vie. Mais pour le moment, il est encore avec nous. Il est avec nous autant que les Fabien Roussel, en fait. aux menaces du jugement dernier, ni à l'enfer, agité par le pape. Même si moi, je te foutrais tout ça dans un sac. Je le jetterai à la mer. Mais c'est pas à moi d'apporter les solutions politiques à ce pays. Rome va mater violemment les révoltes et crée le tribunal d'inquisition. C'est dans ce contexte que le fou est amené au centre de l'attention. Pour le pape, la figure de l'insensé permet de stigmatiser et d'exclure. Quoi? Utiliser la psychiatrie pour stigmatiser des gens? Quoi? Mais c'est jamais arrivé. Mais quoi? Mais on me l'apprend. Les pauvres, les hérétiques, les juifs et les musulmans, c'est-à-dire tous les autres au fond, et donc on leur donne une place importante simplement pour les désigner de façon caricaturale, négative, et le fou fait partie de cet arsenal d'images qu'on expose à la vindicte. Ils sont déments, grotesques et laids, ces bourreaux du Christ peints par Jérôme Bosch. Tous ces personnages que l'Église condamne et qui désignent la folie, C'est nous! ne sont-ils pas justement ces pécheurs que le Christ est venu sauver? C'est nous! Ces misérables, ces exclus, ces traînes misères, n'ont-ils pas leur place au royaume? Ici, la figure du fou pense le renversement. Elle virevolte, tourbillonne, étourdit et souvent, elle révèle son contraire. Il y a une invitation Je me rappelle, il n'y a que les fêlés qui laissent passer la lumière. à un renversement des valeurs du monde qui conduit à l'éloge d'une folie particulière qui est la folie de Dieu. Pris dans un autre sens, la folie, c'était refuser l'ordre du monde tel qu'il est, un ordre du monde qui exploite les pauvres, qui les écrase, qui humilie les autres. C'est-à-dire la gauche. Dans le nord de l'Italie, un homme incarne la folie de Dieu et revendique la pauvreté comme message originel du christianisme. Cette folie n'est pas celle des hérétiques, bien que le jeune François vienne de la ville d'Assise, une cité qui s'est donnée Alors que la folie de l'église catholique, on n'en parle jamais, hein, bien sûr. un podestat cathare. François d'Assise prêche la pauvreté en même temps que la beauté du monde, mais surtout, il s'adresse aux exclus. Pour prouver à Dieu Comment ils s'appelaient déjà les moines pauvres là? Je sais plus. Tu sais, les moines mendiants. C'était les. C'est comme ça commence par c'est un genre de prénom, je crois, genre les Philistins ou un truc comme ça, je sais plus. son fol amour de la création, il accomplit un geste Les insensé bons hommes. pour les hommes de son époque. Il embrasse la créature la plus repoussante du monde médiéval, un lépreux. La folie radicale de François est contagieuse et très populaire. Rapidement, une immense foule de disciples le rejoint. Le haut clergé voit dans le mouvement franciscain une opportunité Les franciscains, c'est ça. de contrer la vague de folie hérétique. François devient le bon fou. Et l'Église dompte la puissance subversive de la déraison pour la mettre au service de sa propre propagande. D'ailleurs, petit point Game of Thrones. Je sais plus si vous avez regardé Game of Thrones, c'est pas très grave, mais en tout cas, je trouve qu'un des moins bons passages de tout Game of Thrones, justement, c'est le passage avec le grand moineau, qui en fait est une espèce de. Comment dire? En fait, ils ont repris l'histoire des moines franciscains et ils l'ont mélangé avec genre des bails de religion radicale. Et au final, je trouve que le message, enfin, genre Game of Thrones, généralement, quand même, tu peux trouver un peu de profondeur. Ça a un peu de substance, c'est un peu épais, genre politiquement parlant, quoi. Genre, on n'est pas sur du Seigneur des Anneaux. Et là, tu vois qu'ils ont plus le bouquin pour les backups quand ils s'occupent de la partie sur le grand moineau et sur tous ces bails-là. Et d'ailleurs, je pense même que dans les bouquins, ça doit pas être si bien que ça non plus.
parce que je soupçonne George R.R. Martin de pas être très bon en histoire des religions et de pas être très fort en fait dans l'importance des religions dans l'histoire et comment c'est censé fonctionner, comment c'est censé s'articuler, etc. Parce que dans Game of Thrones, justement, je trouve que la question religieuse, elle est quand même pas hyper... Enfin, c'est pas très bien écrit, je trouve, par rapport à ça. Y compris dans les premières saisons. Et là, boum, c'est comme un sandwich Chopin. La folie de François est complètement réécrite sous la forme d'une légende hollywoodienne, composée d'épisodes parfois très édulcorés, qu'on appelle les Fioretti. Ils ont été peints par Giotto à l'extrême fin du XIIIe siècle dans la basilique d'Assise, temple de la fabuleuse saga franciscaine. Par exemple, la prédication aux oiseaux représente une assemblée de petits pinsons joliment mis en scène. Dans la réalité, François avait choisi de prêcher pour les corbeaux et les vautours, ces charognards du ciel. Alors Saint François, il naît à l'extrême fin du XIIe, il meurt au début, premier quart du XIIIe siècle. On est donc absolument au sommet quasiment de ce moment, ce qu'on appelait la fine amour, l'art de l'amour, chanté par les troubadours au sud. C'est quelqu'un qui vit dans cet idéal. C'est quelqu'un qui voulait aller faire la guerre d'un côté et chanter l'aubade aux belles dames de l'autre. Et puis finalement, il le réalise, puisque sa dame à lui va être la dame pauvreté. C'est madame aussi. Madame, moi, la dame pauvreté, c'est un peu la mienne aussi. Mais vous voyez comment il y a... Enfin, c'est marrant, genre vraiment... Vous voyez que genre la religion, c'est pas nécessairement fondamentalement un truc de droite. Genre, il y a des lectures de gauche, en fait. En l'occurrence, les franciscains, il y avait déjà un truc un peu plus cool que l'église traditionnelle. Et quand vous regardez même le traitement de la folie et le traitement des lépreux et de tous ces trucs-là, il y a vraiment deux visions qui s'opposent. Et en soi, les deux sont chrétiennes. C'est juste que y a vraiment une différente interprétation, quoi. C'est genre, je trouve à gauche, on a souvent ce discours quand même de les religions, c'est forcément réac. Pas forcément, genre. Les noces de François et Dame Pauvreté reflètent la vague de sensualité qui monte dans la culture médiévale et diffuse un nouveau sentiment, l'amour. Au XIXe siècle, le compositeur Richard Wagner va consacrer à la folie amoureuse l'un de ses opéras les plus connus, Tristan et Iseut. Ah oui. Le grain de Jamais vu, jamais regardé, je sais pas de quoi ça parle, mais je sais que ça existe et que c'est connu. folie s'échappe de la sphère religieuse, émerge dans le monde profane et va ébranler l'ordre social des princes et des chevaliers en rendant l'amour fou. Le jeune moustachu qui entre en scène est le chevalier Tristan. Il est fou amoureux d'Iseut, la blonde, qu'il conduit pourtant à son patron, le roi Marc, afin que ce dernier épouse la belle. Les romans que nous appelons courtois, qui parlent d'exploits chevaleresques, mais aussi beaucoup... Vraiment, mais cette tête de psychopathe, quoi. Genre, il n'y a aucun monde où ce mec n'est pas un incel bizarre de nos jours. Courtois, qui parlent d'exploits chevaleresques, mais aussi beaucoup d'amour, justement. Beaucoup de ces exploits sont des prouesses qu'un chevalier va accomplir pour obtenir l'amour de sa dame. L'amour, certes, est magnifié, mais est montré aussi comme une folie. Heureusement qu'elle a pas parlé longtemps, hein, parce que putain, on s'est fait chier. Genre, j'ai immédiatement perdu toute mon attention. L'amour de Tristan et Iseut fait voler en éclats l'ordre social. Car d'ordinaire, les mariages n'ont rien à voir avec l'amour. Ce sont des alliances arrangées et s'unir par amour serait, aux yeux des aristocrates, l'action d'un fou. C'est vulgaire. Mais le roman naissant a besoin d'intrigues, d'obstacles, d'action. Quoi, c'est des orques? La jeune femme, au centre de l'image, dérobe une potion mijotée pour le roi Marc. C'est le filtre d'amour. En vrai, j'aime un peu bien ces couleurs-là. Enfin, ce filtre d'effet de couleurs, il y a une esthétique hyper space. Genre, attends, vous devrez peut-être mieux si je mets comme ça, mais genre, y compris son armure au gars rose, la lumière a quelque chose de trop bizarre dans cette scène.
elle profite du voyage en bateau qui mène Iseut au monarque auquel elle est promise pour les empoisonner. Là, une fée apparaît et trempe son voile dans la potion pour imager son puissant pouvoir magique. Boire le filtre provoque l'amour. Son action est immédiate et irréversible. Rien ne peut plus séparer Tristan d'Iseut. Dans les conceptions de l'amour que la poésie de cette époque est en train d'élaborer, ils s'aiment pour des raisons gênantes. Ils ont pris un médicament pour s'aimer. Ils sont drogués. C'est là qu'on voit que même quand ils font des trucs d'amour fou, de vrai amour, des trucs comme ça, c'est forcément c'est pas pur, quoi. Et les poètes de leur époque condamnent cet amour, de sorte que Tristan et Iseut, qui fascinent, sont aussi un repoussoir de l'amour. Tristan et Iseut symbolisent l'exemple à ne pas suivre. Leur folie est sculptée dans des objets somptueux, comme ce coffret d'ivoire. Ce panneau est consacré à la scène où le roi Marc, perché sur un arbre fruitier, épie Tristan et Iseut réunis près d'une fontaine. Offert à des amants, ce coffret pouvait servir de mise en garde morale, d'appel à la modération et à l'éducation vertueuse des jeunes mariés. C'est marrant, c'est pas des valeurs qui me parlent trop, moi. Il invite à se prémunir contre la passion. C'est surtout Wagner qui en a fait vraiment des personnages centraux de l'amour au Moyen-Âge. Il est très beau, ce château. Je sais pas c'est où, mais c'est très stylé, hein. Genre, c'est magnifique. C'est une interprétation de l'œuvre très favorable aux amants, exaltante pour l'image des amants. Et cet amour, la seule façon pour lui de disparaître, c'est la mort, et les amants sont voués ensemble à la mort. Enfin, tout le monde est voué à la mort, il me semble, quand même. C'est le principe de la vie, genre. Le roman de Tristan et Iseut popularise la figure du fou dans les cours d'Europe. Au palais, la folie se décline et se transforme en de nouveaux personnages. Dans l'entourage des princes commence à apparaître le bouffon. Il incarne Ça une forme m'intéresse. de folie domestiquée par les puissants. Ainsi, amadouées, ces créatures de compagnie se métamorphosent en signes du pouvoir. On les retrouve auprès des rois, bien sûr, mais aussi à la cour des évêques et des cardinaux. Le moindre petit baron veut le sien. Et je trouve que ce qui est d'autant plus intéressant avec la figure du bouffon, c'est qu'à une époque, c'est quand même le seul personnage public qui a le droit d'ouvertement critiquer le roi, en fait. Et bah, ça m'intéresse. À la cour, les personnes très petites, très grandes ou très poilues étaient presque considérées comme des animaux de compagnie. On estimait que ces gens étaient fous par nature et on les gardait à la cour pour amuser la galerie. La violence du Moyen-Âge, quand même, ça me tabasse. Genre, vraiment, c'est genre, ah, t'es poilu, tu seras donc un clébard. Je suis convaincu qu'il s'agissait d'un moyen de perpétuer les lignées et les privilèges de la noblesse, tout en asseyant la supériorité du souverain. Au sein des grandes familles princières, certains personnages vont se distinguer. Leurs portraits attestent l'importance qu'ils prennent au cœur du pouvoir. On voit apparaître des portraits de fous, on lui donne une identité. On dit, voilà, c'est un portrait de fou. Et rien que ça, c'est extraordinaire, parce que le portrait, à ce moment-là, était réservé au roi, à la reine, à l'évêque, au très haut personnage. Le fou commence à avoir droit à voir son effigie. Trop stylé, en vrai. Du coup, il y a plein de peintures de bouffons qui existent. C'est trop bien, en vrai. Je suis désolé, il a un flow. Dans les magnifiques portraits de fous que Velázquez a peints, certains fous, au sens Tous ces Tyrion Lannister en puissance, hein.
physique du terme, peuvent toutefois faire preuve d'esprit. Certaines œuvres dépeignent des nains, par exemple, en train de lire ou d'écrire. C'est bien la preuve qu'ils étaient dotés de talents et de facultés intellectuelles qui ne semblaient pas aller de pair avec leur petite taille. Le fou de cour est rémunéré pour divertir et faire rire le prince, mais aussi pour porter la contradiction. Un rôle qui nécessite une finesse diplomatique et beaucoup d'esprit. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est le seul personnage qui a le droit de critiquer le roi, en fait. Donc, mine de rien, le bouffon, on se fout de sa gueule, mais il a une position très particulière. Une personnalité dérangée ou un simple d'esprit ne ferait pas rire longtemps. D'ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, la fonction privilégiée de bouffon devient un métier aussi difficile que celui de conseiller, nous apprend William Shakespeare dans La Nuit des Rois. Un certain nombre de fous qui sont des artistes, des créateurs, que ce soit dans le domaine, effectivement, tout simplement voilà, du trait d'esprit, des réparties, jusqu'à Est-ce que ça a tant changé que ça ? la création de pièces de théâtre ou d'autres écrits du domaine du divertissement. By unanimous vote, we now proclaim you King of Fools. Au XIXe siècle, Victor Hugo donne un formidable écho aux anciennes fêtes des fous, en leur consacrant l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Ce chapitre introduit le personnage de Quasimodo, le sonneur de cloche de Notre-Dame qui remporte le concours de grimaces et est élu pape des fous. En s'immisçant dans la société laïque, En fait, c'est là que je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé aussi vis-à-vis du carnaval de Dunkerque. la fête des fous associe la folie à la remise en cause des puissants. C'est un simulacre de révolution. Et évidemment, ce sont des critiques qui sont organisées, institutionnalisées, mais enfin, qui Mais débordent. ça, c'est vraiment ce que dit pas comme en fait. Lui, il dit genre, ces genres de fêtes-là, c'était pour genre, comment il formule ça déjà ? On tue le roi de je sais pas quoi pour ne pas tuer le vrai roi, quoi, concrètement. Genre, on tue le roi du carnaval parce que justement, ça nous évite de faire la vraie révolution, quoi. Souvent, voilà, d'abord dans l'église, puis ensuite sur la place du village, puis dans les rues de la ville. On exprime vraiment le débordement, la révolte, l'envie voilà, d'un monde à l'envers. Ce grand tableau, Ça manque un peu. Hein. peint par Bruegel l'Ancien en 1559, est le combat de Carnaval et de Carême. À gauche, Carnaval est incarné par un type grassouillet chevauchant un tonneau, une tourte à la volaille sur la tête. Son cortège de fous en tout genre provient de la taverne à l'enseigne de la Nef Bleue. Dans la partie consacrée à Carême se trouve l'église. Là, C'est ça, on tue le roi de carnaval pour pas tuer le roi de carême. tout un aéropage d'honnêtes chrétiens. Les femmes sont pieuses, les riches généreux, les enfants plongés dans des réflexions spirituelles derrière la nonne rachitique de Carême, une pauvre femme visiblement en phase terminale. Il y a quand même une bien meilleure ambiance chez les fous, hein, je suis désolé. Elle se tient sur un char précaire, tiré par Et vous vous demandez pourquoi est-ce que je me suis intéressé aux croyances hérétiques après. deux parangons de vertu, un moine et une religieuse. Certainement une plaisanterie. Au centre de l'œuvre, un personnage vêtu d'un costume de fou porte un flambeau. Mais il nous tourne le dos et s'éloigne du sujet du tableau. Bruegel estime que le carnaval est indissociable J'aimerais bien qu'une chaîne repasse un peu comme faisait au tout début C'est une autre histoire. Prendre un tableau et vraiment faire l'analyse du tableau, ce serait cool. du carême. Dans une certaine mesure, il met en corrélation deux grands concepts moraux, celui de la folie et celui de l'austérité. Le plaisir laisse place à la repentance.
En 1494, le jour de l'ouverture du carnaval de Bâle, un poète satirique nommé Sébastien Brandt publie La Nef des Fous. Dans un mélange d'ironie et de sermons, le livre aborde tous les types populaires de la folie médiévale. Le mauvais croyant y est représenté comme un pécheur. La Nef des Fous est une métaphore de la condition humaine qui s'adresse à tous les chrétiens. L'envahissement du monde par une épidémie de folie frappe les imaginaires. Véritable best-seller des débuts de l'imprimerie, La Nef des Fous est le livre le plus lu d'Europe au XVIe siècle, après la Bible. Ça donne envie un peu. Une autre clé du succès du livre est sa langue. Il n'est pas publié dans le latin des savants, mais dans l'allemand des marchands, ces princes des villes qui forment la nouvelle classe sociale montante. Brandt fait même ajouter des illustrations pour que tout le monde puisse déchiffrer son propos. Sur les 109 Comme dans le magnifique Dictionnaire infernal. Est-ce que je vous ai déjà parlé du Dictionnaire infernal? Vraiment le meilleur bouquin. gravures, 73 seraient du jeune Albrecht Dürer. Oui, à l'époque, les dessins dans les bouquins, c'est énormément de gravures, si vous ne saviez pas. Surtout, ces estampes sont mises en scène dans le quotidien d'une cité de la vallée du Rhin, le monde familier du lecteur urbain. Franchement, les représentations de la mort dans ces dessins-là, elles sont incroyables à chaque fois. La Nef des Fous est un manuel de morale invitant à s'éloigner de la folie et des vices, mais reflète aussi les inquiétudes qui tourmentent les esprits à voir le monde envahi par la folie, le péché, les ténèbres. Trop hâte. Cette idée de la Nef des Fous, eh bien, ça devient une image universelle. Et là, voilà, c'est là où il y a une sorte de cristallisation, c'est la cristallisation de la folie, qui reflète les espoirs et les angoisses d'une société. Ce squelette troubadour là, il est exceptionnel. Putain, c'est vraiment l'imagerie de notre jeu. Hein. La Nef des Fous résonne dans un monde où tous les repères familiers sont balayés. Bien vu, bien vu. Il faut que j'aille rechercher de l'eau. Par contre, je vous fais un petit break. Je reviens dans 5 secondes. Je reviens dans un peu plus que 5 secondes. Le fou révèle l'absurdité de la condition humaine et fait contrepoids à la vague montante de rationalité qui caractérise aussi la Renaissance. La vallée du Rhin est le cluster de cette épidémie. Le Rhin devient un axe culturel qui... Oh, j'adore l'allemand. Il y a des moments, il y a vraiment des moments précis où c'est vraiment une langue exceptionnelle. Genre vraiment la façon dont il dit Der Rhein. On est d'accord, c'est trop bien. Le Rhin devient un axe culturel qui popularise le thème de la folie. Cela s'explique par le fait Il a l'air d'avoir une voix exceptionnelle, ce monsieur. qu'historiquement, les principales imprimeries dédiées à la littérature se trouvaient dans des villes en bordure du Rhin, comme Bâle, Strasbourg ou Mayence. Pareil, Bâle, nom de folie. Hein. Moi, je trouve que c'est un très joli nom, Bâle. Le concept du fou s'exporte jusqu'aux Pays-Bas. Et une traduction française de La Nef des Fous voit rapidement le jour à Paris. La Nef des Fous vogue sur les océans de Non, la mais Renaissance. les illustrations sont exceptionnelles. Je suis désolé, c'est trop beau. Genre, c'est trop bien, c'est trop stylé. Je me rends compte d'ailleurs que dans l'imagerie que j'utilise moi dans plein de trucs, je manque peut-être un peu de chapeau de comme ça. Naissance. Ce planisphère coiffé d'un bonnet à grelots porte l'inscription
le nombre de fous est infini. Oui. Une citation de l'Ecclésiaste, présente dans le livre de Sébastien Brandt. Je pense qu'ils vont parler des danses là. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, les danses où d'un seul coup toute une ville s'est mise à danser et on sait pas pourquoi. Malgré son déploiement dans la société à travers les carnavals, la folie médiévale était restée attachée à un moment précis du calendrier. Mais maintenant, le livre est là physiquement. Des millions de lecteurs peuvent le feuilleter en dehors du temps de carnaval. Quelle est la morale de Brandt? C'est une morale chrétienne, hein, mais c'est ce qui annonce le puritanisme du XVIIe siècle, protestant, du monde capitaliste. C'est la même chose, mais disons qu'on est dans un stade pré-capitaliste, pré-puritain. Brandt n'en a pas conscience, mais au fond, il a une morale peut-être petit bourgeois. Non, no shit. Avec la parution de La Nef des Fous, le monde est entré dans la Renaissance. Au même moment, Christophe Colomb débarque aux Antilles en se croyant parvenu. D'accord que la définition de la folie coïncide avec l'émergence de la Renaissance en fait. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très c'est l'âge de la raison. Donc forcément, ce qu'on est venu diaboliser, c'est la déraison, puisque les Lumières et tout, la Renaissance, c'était il y avait beaucoup ce discours autour de la raison. Aux Indes. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir comment du coup ce discours qu'il y avait à l'époque autour de la raison et de la distinction avec la folie, c'est un des trucs fondamentaux du capitalisme. Enfin, de toute façon, ça on le savait déjà. Je veux dire que dans la modernité, il y avait cette notion de raison qui était centrale, mais je trouve que c'est illustré d'une façon genre assez. Enfin là, on le voit quand même de façon très claire dans cet extrait. Et du coup, ouais, pour ceux qui n'ont jamais vu nos devlogs ou quoi que ce soit, genre le jeu qu'on dev en ce moment, ça ressemble à ça. Vous allez voir, c'est vraiment l'exacte imagerie du documentaire. Hein. Enfin, c'est assez insane. Ah merde, attendez. J'étais en train de bosser sur le menu et du coup, il y a ce truc-là qui est pas du tout fini. Hop. Genre, vous allez voir, c'est vraiment très exactement l'imagerie du truc, quoi. Genre, on est avec un squelette qui danse. Pourquoi est-ce que c'est tout petit? Il faut que je zoome comme ça. Ah, c'est ça. Et du coup, il y a plein d'ennemis comme ça qui débarquent. Et voilà, en gros, ça ressemble à ça le truc. Normalement, ça devrait sortir dans pas si longtemps que ça. On va voir en vrai. On prend notre temps. On n'est pas pressé. Yeah. Et oui, du coup, ça ressemble à ça. Et vous voyez, c'est vraiment trop le documentaire, qu'on est d'accord. Genre, ça ressemble vraiment de ouf à toute l'imagerie depuis le début. Les grandes découvertes révèlent un monde beaucoup plus vaste que celui dans lequel pensaient vivre la plupart des Européens. Depuis la surface des océans jusqu'aux profondeurs des consciences, la représentation que l'homme se fait du monde se voit complètement bouleversée. Le succès de La Nef des Fous de Brandt... Est-ce que j'ai mis Hyper Jésus? Non, j'ai pas mis Hyper Jésus. Là, on est encore en train de se concentrer sur les mécaniques de base, les mécaniques centrales du jeu. Donc moi, je suis encore en train de bosser sur le menu, principalement. Là, aujourd'hui, j'ai fait le score. Enfin, ça fait 2 jours, du coup, genre, j'ai bossé genre 3 heures hier, 3 heures aujourd'hui, pour faire le score. Donc, normalement, là, non, ça marche. Genre, il y a le score qui s'enregistre, qui se sauvegarde aussi entre plusieurs parties. C'est-à-dire que, genre... si jamais tu fermes le jeu et que tu le relances, on va le distribuer sur Itch, a priori. Mais j'aimerais bien le sortir sur Steam, pour être parfaitement honnête. Pour la simple et bonne raison que c'est une ligne de fou d'avoir sorti un jeu sur Steam, sur le CV, même un petit jeu. Mais du coup, j'aimerais bien, a priori, le sortir sur Itch, gratuitement, et peut-être potentiellement le mettre un peu plus cher sur Steam, ou l'inverse. Genre le mettre sur Itch et où vous pouvez nous donner de l'argent sur Itch et le mettre en parallèle gratuitement sur Steam. La deuxième option me semble plus pertinente d'un point de vue même comment on se positionne et tout sur le marché. Donc après voilà, sur Itch, avec on vous recommande de mettre genre 5 balles, mais vous mettez autant que vous voulez, et gratuit sur Steam. Je pense que ça va être comme ça qu'on va faire. Comme ça du coup sur Steam, on maximise vraiment les stats quelque part, on cherche pas à se faire d'argent. On a un truc de voilà, on a fait tant de DL sur Steam, etc., etc., etc. Le problème, c'est qu'aller sur Steam, en fait, ça nécessite 2-3 complications en plus, les gens. Hein.
déjà, c'est bien 1 mois de taf pour juste mettre le jeu en ligne. Et ensuite, tu peux, comment dire, tu as besoin de mettre genre des achievements par exemple. Qui est un truc que t'as pas dans les jeux que tu sors sur Itch. T'as pas besoin de faire un système d'achievements, alors que sur Steam, c'est bien si t'as des achievements. Donc potentiellement, je sais pas comment ça marche en fait, ce genre de truc. Je sais pas comment on s'y prend dans le concret pour mettre un jeu en ligne sur Steam, et c'est pour ça que je veux le faire. Parce qu'on l'a jamais fait. Et que du coup, c'est bien de savoir comment faire avant de le faire pour la première fois. C'est-à-dire que là, c'est bien de le faire, de mettre le jeu en vente sur Steam quand tu l'as jamais fait et que c'est un jeu auquel tu tiens pas plus que ça. Comme ça, le jour où tu sortiras vraiment un jeu qui te tient à cœur sur Steam, tu sauras déjà comment faire, etc. Il y a un monde où je l'aurais payé pour vous soutenir. Et c'est pour ça, je pense que je vais le mettre gratuit sur Steam et peut-être plus payant / gratuit avec option de paiement sur Itch.io, parce que je pense que sur Itch.io, Itch prend une moins grosse part sur ce que vous payez le jeu. Donc, si je le mets en vente sur Itch, tout l'argent que vous allez nous donner pour mettre la main sur le jeu, la quasi-totalité va nous revenir directement en fait. Alors que sur Steam prend déjà genre un bon 40% je crois des ventes. Donc en fait, potentiellement c'est plus cohérent de le mettre sur Itch payant. Mais de toute façon, on vous tiendra au courant. Hein. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à follow la chaîne. J'ai vu qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées. Je sais pas si vous avez follow. N'hésitez pas à follow. Et si vous avez une petite piécette à me donner, n'hésitez pas à vous sub. On a un sub goal pour ouvrir un serveur Minecraft, mais qui est dans encore un peu de temps. Mais Steam mange pas mal de sous. Mais n'hésitez pas à vous sub. N'hésitez pas à vous sub si vous trouvez que le stream est bien et si vous aimez bien le concept et tout, et si vous voulez nous soutenir. Parodies, des imitations et même des suites. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Le phénomène touche un tous petit les prime là, ça régale. arts. Ce petit panneau de bois peint par Jérôme Bosch à la fin du XVe siècle est intitulé « La nef des fous ». Ce tableau est une clé pour entrer dans l'œuvre du peintre flamand. L'artiste vise les membres du clergé qui cèdent au plaisir charnel. Au centre de la nef, un franciscain et une religieuse forment un duo lubrique. Un personnage en costume de fou est perché sur un arbre. Il boit à l'écart des noceurs et leur tourne même le dos. J'aime bien son bâton. Redevenant une figure marginale. Le fou est dorénavant encerclé par la folie. L'image traditionnelle du fou du roi s'instille à travers les personnages du tableau, qui semblent tous pris de folie. Certains boivent plus que de raison, d'autres se battent pour une crêpe accrochée. Après, trouvez-moi un tableau de Bosch, tout le monde n'a pas l'air complètement taré. Entre un moine et une bonne sœur. D'autres encore nagent avec un verre de vin ou de bière à la main. Un moine et une... Pourquoi il y a un point d'interrogation dans mon bot qui dit rejoindre le troublant Discord? C'est trop bizarre. Genre, il y a un point d'interrogation devant le message. Bonne sœur devrait pourtant faire preuve de sagesse et non de folie. La luxure est aussi le sujet de l'allégorie de la débauche et du plaisir. Là, ce n'est pas l'Église, mais l'aristocratie qui est dans le viseur du peintre. Sous une tente, un couple se livre au plaisir. À gauche, un bonhomme bedonnant chevauche un tonneau de bière flottant, une posture qui rappelle le personnage de Carnaval. Les fragments de la nef des fous et de l'allégorie de la débauche et du plaisir forment le volet gauche d'un triptyque aujourd'hui dispersé. Le volet droit est la mort de l'avare, qui complète cet ensemble d'allégories dénonçant la folie. Mais ici, la figure du fou se dissout dans la représentation de quelques-uns des 7 péchés capitaux. Le tableau dépeint l'ultime hésitation d'un avare entre les richesses matérielles et la lumière divine qu'un ange lui désigne. Le vieil homme va-t-il profiter de sa dernière heure pour se repentir? À la suite de Sébastien Brandt, Jérôme Bosch participe à la grande enquête sur les origines des fous. D'où proviennent tous ces insensés qui
ce que je vous disais tout à l'heure sur les peintures, ou genre même sur des trucs genre Wikipédia, vous pouvez le trouver en hyper haute définition, genre tous les tableaux, et où, bon, voilà, vous voyez, genre, c'est un peu dégueulasse, mais on peut quand même, genre, voilà, vous voyez, on peut vraiment voir toutes les petites craquelures et tout, genre, c'est vraiment de la très très haute définition. Et du coup, moi, vraiment, genre, premier degré, je vous recommande de télécharger une image comme ça, la mettre sur votre logiciel préféré pour explorer, et puis vous balader sur le tableau de Bosch, et vous allez trouver que des trucs de dingue. Genre, vous allez trouver que des dingueries. Genre, vraiment, c'est une trop bonne expérience. Si en plus vous avez fumé un peu avant, c'est génial. Hein. Vraiment, je vous jure, c'est une expérience exceptionnelle. Genre, en vrai, c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais bien faire un jour sous champi, mais genre vraiment, toute la composition est extraordinaire. Genre, les espèces de créatures bizarres avec des pattes qui sont collées et tout. Tout est génial. C'est fantastique. Et en plus, genre, matez-moi cette dinguerie. Matez-moi cette dinguerie. Genre, le mec là qui est sur le dos d'un lézard avec genre 7 pattes de chaque côté, il est fantastique. Là, il y a une souris avec des pattes de grenouille, avec derrière une grenouille qui a des pattes de souris. Il y a des espèces d'otaries, chevaliers. Enfin, c'est exceptionnel. Genre, et on ne s'ennuie pas du tout, quoi. Genre, alors que souvent, les tableaux, c'est chiant. Bref. Prolifèrent dans la vallée du Rhin. Quel est leur lieu de naissance? L'artiste tente par la peinture de découvrir le foyer de cette épidémie. Et si par exemple les poules... Move de fou du bus aussi, ça, quand même. Genre, je vais découvrir l'origine de la folie par la peinture. pondaient des fous. Cette idée convaincante inspire le tableau Une poule couvant des fous. L'œuf est justement la denrée de base des excès, de la gloutonnerie, et c'est pourquoi il traduit si souvent la folie dans la peinture flamande. Oh, je savais pas. C'est super intéressant, non? Oui, après, il y a des gens qui sont... Non, mais après, tout le monde n'a pas le même rapport à l'art. Hein. Moi, je suis un peu dans les normies, un peu... Mais je savais pas du tout que l'œuf représentait la folie chez les Flamands. Genre... Je garde ça de côté. Je suis flamande. Enfin, je viens des Flandres. Runko est donc l'incarnation de la folie sur ce chat. L'époque moderne est un nom tout à fait approprié pour désigner la période où l'on s'affranchit du Moyen-Âge. À partir du XVIe siècle, dans la lignée de Bosch, on commence à voir apparaître des tableaux qui ne sont ni des représentations religieuses, ni des portraits individuels. Ils dépeignent des scènes d'excès, des scènes de cruauté. Ah, le mec qui se fait manger par un oiseau et qui a des oiseaux qui sortent de son cul, c'est un classique de Bosch. Vraiment, les gens, genre... une fois sur deux, quand tu parles avec quelqu'un qui te parle des trucs absurdes dans les tableaux de Bosch, on te parle de celle-là, ouais. Des scènes de folie. Mais petit à petit, le fou est relégué au second plan. Quoi? Est-ce que tu viens genre de drop que la mère de Tipic Ah, t'as demandé l'autorisation, ok, d'accord, c'est cool. Repoussé dans la marge, au bord du cadre du chariot de foin. Mais ça, c'est vraiment genre les taunts vénèrent entre les gens qui se connaissent. Un fou bleu souffle dans une cornemuse. Attention, hein, parce que moi, vous laissez la marlouche en dehors de ça. Hein. Attention, hein. S'il y a, genre, moi, je veux bien, on rigole de tout ici, c'est cool. Hein. Mais la marlouche, on la laisse tranquille, on la laisse en dehors de tout, d'accord? Attention, hein. Pas de blague sur ma marlouche. Il semble égaré au milieu d'une foule d'insensés où les pauvres se livrent à des violences, tandis que les riches participent à des orgies. Ah, même pas, vous êtes en vocal sur mon serveur. Super. Les gens du peuple se battent pour arracher un bout de paille à la meule ambulante. Il faut dire que le foin a la même couleur que l'or. Que leur importe s'il n'en a pas la valeur, si sa matière est aussi banale que périssable. C'est pour ça que moi j'adore le toc.
Putain, j'avais jamais fait le lien entre mon amour pour le toc et la folie. Mais il y a une pierre comme ça qui s'appelle l'or des fous, c'est la pyrite, je crois aussi, qui est hyper importante dans plein de folklore. Au sommet du chariot de foin, le peintre a posé un couple d'aristocrates qui s'adonnent au plaisir de la musique, en préambule de moments plus sensuels encore. Ici, l'empereur, là, le pape, le chef politique et le chef spirituel de la chrétienté. La pyrite pue l'œuf. À l'avant, un attelage de démons, dirigé par un poisson à jambes, tire le chariot vers l'enfer pour brûler ces âmes esclaves d'illusions. Bosch semble avoir une vision très pessimiste de la nature humaine et du mal qui ronge le monde. Pour lui, Ça se voit pas du tout dans ces tableaux. Hein. la folie est bien plus proche du péché que de l'irrévérence ou de la bêtise. La circulation des livres, rendue possible par l'imprimerie, favorise la redécouverte des textes de l'Antiquité et leur traduction enflamme la pensée. L'Europe de la Renaissance devient le foyer d'une nouvelle culture qui se diffuse dans la vallée du Rhin, l'humanisme. Ce que j'aime chez les humanistes, c'est qu'ils allient l'humour et la réflexion critique à de profondes valeurs morales. L'art devient un jeu, mais un jeu réfléchi. Et le fou Comment c'est de la merde, joue les un rôle serious games important dans ce jeu. Rien à voir, hein, mais comment c'est de la merde les Serious Games. Un écrivain va mêler la figure du fou à cette nouvelle culture européenne. C'est le grand humaniste Erasme. Est-il flamand, allemand, suisse, italien ou anglais? On va dire qu'il est flamand parce que je suis flamand. L'intéressé aurait certainement répondu tout simplement poète. Il mène une vie vagabonde de lettré, fauché, parcourant l'Europe, mais règne en prince de l'esprit sur un royaume de papier, la République des lettres. Le poète va transformer le monde de la Renaissance en publiant L'éloge de la folie en 1511. Un des premiers exemplaires du livre est acheté par un collectionneur de Bâle qui a commandé des dessins pour l'illustrer. Oh là là, le En soin. seulement 10 jours, les marges de cet exemplaire de l'éloge de la folie reçoivent 82 dessins à l'encre de Chine qui métamorphosent ce livre unique en une œuvre d'art. Le jeune artiste de seulement 18 ans à qui ce livre est confié s'appelle Hans Holbein. Il est appelé à devenir l'un des grands peintres de la Renaissance. Franchement, au Moyen-Âge, les poètes, il y en a beaucoup qui étaient trop basés, genre, enfin, c'était trop des mystiques en puissance. C'était vraiment les gens qui s'intéressaient aux mal-aimés, qui s'intéressaient aux reclus, qui s'intéressaient aux rejetés, qui allaient vraiment dans ce sens-là. Genre, moi, par exemple, je sais pas si je l'ai là. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais plus du tout où je l'ai mis. Attendez. Hop. Alors, je l'ai pas fini. Je suis encore en train de le lire. Et c'est une dinguerie. Genre, c'est Le Paradis perdu de John Milton. Genre, c'est un bouquin qui date du 18e, je crois. Attendez. Nanana. Je suis pas très libre, hein, d'habitude. Mais je fais des exceptions quand ça a l'air d'être vraiment exceptionnel. Genre, attendez.
Ça date c'est du XVIIe siècle, autant pour moi, c'est du XVIIe. Du coup, c'est un bouquin du fin XVIIe, et en fait, c'est un poème en prose. Donc, c'est un poème où il n'y a pas de rime, qui raconte, on va dire, la genèse, mais du point de vue du diable. Et en fait, c'est hyper intéressant, parce que tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière la tête de ce mec. Tu ne sais pas si il l'a écrit pour critiquer le diable, pour montrer que même de son point de vue, c'est une petite merde, etc. Ou tu sais pas s'il l'a écrit quelque part en révérence au personnage du diable, duquel le John Milton lui-même a tendance à s'identifier. C'est-à-dire qu'il y a même un démon dans le bouquin où on dirait un peu que le mec s'est inséré lui-même, mais du coup il s'est inséré en tant que démon dans l'œuvre. Et c'est hyper intéressant parce que c'est pétri de contradictions, dans le sens où après il y a tout un contexte historique et tout que j'ai vraiment la flemme d'expliquer, mais du coup c'est une espèce de comment dire, c'est une espèce de livre hyper grandiloquent, du coup qui en fait est un peu écrit comme la Bible d'une certaine façon, si vous voulez, mais avec énormément de références supplémentaires. Parce que du coup, moi je vois vraiment ça comme un espèce de livre de païen, parce que du coup, du point de vue de l'Église, toutes les autres religions sont démoniaques à cette époque-là. Donc en fait, t'as par exemple Osiris, c'est un démon, mais Poséidon aussi en fait. Et toutes les anciennes figures divines qui ont été balancées par la fenêtre, en gros concrètement, se retrouvent à être diabolisées, à être démonisées. Et du coup tu suis en fait Satan, qui est du coup leur chef à tous, et comment en fait il se retrouve à du coup ça commence à la première chute du jardin d'Éden. Parce que du coup pour lui il y a eu deux chutes des anges, je crois, il me semble, et donc là tu suis la première chute des anges, et c'est un bouquin dans lequel il y a des gravures, justement un petit peu comme vous avez vu avant. C'est du coup dans l'imprimerie, quand on veut imprimer des illustrations, ça passe par des gravures. Il y en a une chier dans Le Paradis Perdu, et elles sont magnifiques. Genre vraiment, c'est de la folie. Comment c'est beau. Genre vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie absolue. Genre, et c'est des scènes qui sont mais extraordinaires, et qui sont décrites avec un, comment dire, ah, celle-ci elle est hyper connue. Genre, c'est ce bon Satan qui est en train d'en chier sur son rocher. Mais c'est incroyable. Genre vraiment, enfin, faut que je vous trouve un extrait. Faut que je vous trouve un extrait un peu pertinent à lire. Attendez. Genre, ça va être des trucs à base de. Je lis un passage au hasard. Qu'importe la perte du champ de bataille, tout n'est pas perdu. Une volonté insurmontable, l'étude de la vengeance. Une haine immortelle, un courage qui ne cédera ni ne soumettra jamais. Qu'est-ce autre chose que n'être pas subjugué? Cette gloire, jamais sa colère ou sa puissance ne me l'exhortera. Je ne courberai point, je ne demanderai point grâce d'un genou suppliant. Je ne défierai point son pouvoir qui, par la terreur de ce bras, a si récemment douté de son empire. Cela serait bas en effet. Cela serait une honte et une ignominie au-dessous même de notre chute, puisque par le destin, la force des dieux, la substance céleste ne peut périr, puisque l'expérience de ce grand événement, dans les armes non affaiblies, ayant gagné beaucoup en prévoyance, nous pouvons, avec plus d'espoir de succès, enfin, c'est génial. Genre, c'est trop stylé. Et là, c'est le diable qui parle, et qui du coup explique que c'est pas parce qu'il s'est fait niquer par le dieu, c'est pas parce que l'essence divine elle est immortelle, qui va arrêter de l'affronter, qui va arrêter qui va plier le genou. Et du coup, c'est vraiment un bouquin de gens qui sont un peu en mode ni Dieu ni maître. Et en vrai, du coup, genre, c'est un peu ambigu quand même, parce que ça reste fait par un chrétien qui critique le diable. Mais en même temps, il y a plein de moments où il le suce de ouf. Donc c'est hyper ambigu comme bouquin. Enfin, moi, voilà, c'est une de mes lectures du moment. Je trouve ça trop stylé. Par contre, c'est lourd à lire. Hein. Genre, tu lis 4-5 pages et après, t'as un peu mal à la tête, hein, quand même. Allez. La narratrice de L'éloge de la folie est Dame Folie. Ici, la folie dénonce la folie. Le livre trouble par son ambivalence, puisque c'est la folie qui parle
Ce qu'elle dit n'est pas censé être vrai. Pourtant, ses critiques paraissent bien réelles au lecteur. Voilà, je pense que c'est pour ça que je vous ai parlé du paradis perdu. Il y a ça dans le paradis perdu, quoi. Genre, c'est le diable qui parle. Donc, normalement, c'est censé être... comment dire ? C'est pas censé être logique, quoi. Mais pourtant, c'est assez pertinent. À pas mal de moments. Brandt est très sérieux. Erasme est plus léger, mordant, drôle et incertain. Ce qui est intéressant parce qu'on comprend plus très bien. Mince, qu'est-ce qu'il dit? Le vrai, le faux qui parle. C'est l'auteur, c'est son personnage. Bon, il y a tout ce jeu. C'est le principe même du fou. Son jeu est connu d'avance. Il fait une blague, on rit, puis on réfléchit. Et on se demande pourquoi cette blague nous fait rire. Peut-être qu'elle a un fond de vérité et que le fou se moque de nous. Mais on ne peut pas en être certain, puisqu'il s'agit d'un fou, et non d'un sage philosophe qui nous parle des réalités de la vie. Ce fou se paie notre tête et nous fait réfléchir. J'aime trop cette vision des choses, j'aime trop ça. S'amuse de la folie à tous les niveaux de la société. Par exemple, il se moque des métiers d'argent. Témoin du développement du capitalisme, il condamne une caste qui vole, qui fraude, qui trompe. Mais encore. La satire de l'éloge de la le bon, comment on dit déjà, le bon instinct, hein. Vraiment le bon instinct. Hein. folie se fait de plus en plus dure à mesure qu'Erasme s'approche de sa cible principale, les ecclésiastiques. Bon instinct. En parallèle de l'éloge de la folie, l'humaniste travaille sur une nouvelle traduction de la Bible. La parution de ce Nouveau Testament par Erasme à Bâle est une véritable bombe qui fracasse l'unité millénaire de l'Europe chrétienne. Des gens comme Luther vont dire il faut carrément déraciner un certain nombre de choses qui sont effectivement la papauté, le clergé tel qu'il est conçu, un certain nombre de choses. Donc c'est juste une différence de degré entre ceux qui disent, comme Erasme encore, on peut réformer l'Église de l'intérieur, et ceux qui vont dire, pour que cette réforme existe, il faut couper les ponts avec un certain nombre de traditions, et on va appeler ça la réforme avec un grand R, si vous voulez. Donc quoi, tous nos problèmes n'ont pas commencé avec les protestants, quoi. Ils ont juste tout empiré. Fâcheuse coïncidence. En 1517, un an après la parution du Nouveau Testament d'Erasme, le moine Martin Luther affiche sur les portes de son université de Wittenberg les 95 thèses critiquant les indulgences, en arguant du retour Je pensais pas qu'on allait parler de ça dans une vidéo sur la folie. au Nouveau Testament, donc en s'appuyant sur Erasme. La parole populaire a retenu cet adage, Erasme a pondu les œufs de la réforme et Luther les a couvés. Comme quoi, Martin Luther, vraiment prénom de révolutionnaire. Hein. En ces débuts de l'imprimerie, les affrontements se jouent aussi dans les livres. Pour riposter à la publication des thèses de Martin Luther, le théologien Thomas Mörner s'empare de l'humour pour écrire des œuvres satiriques comme Le grand fou luthérien ou La conjuration des fous. Oups. Alors attendez, là ça risque d'être un problème ça. Oula. Quoi ? Mon chargeur ne recharge plus mon ordinateur. Oh là, c'est la crise les gens, 1 minute. C'est bon, j'ai sauvé le stream. Tout va bien. Dans ses livres drôles et illustrés, la figure du fou est instrumentalisée par les partisans de Rome pour se moquer des représentants de la Réforme. Le fou est l'hérétique, l'autre. Et Thomas Mörner, fidèle au pape, inverse l'esprit de l'époque. C'est vraiment en train de me convaincre de faire la tier list des hérésies. Et transforme la Réforme en folie de son temps. L'humour est aussi l'ingrédient principal de plusieurs tableaux de Bruegel l'Ancien du milieu du XVIe siècle, consacrés aux proverbes.
Le peintre y montre l'ivrognerie, l'opportunisme, les fanfaronnades. On y voit un personnage jeter des roses au cochon, un soldat accrocher un grelot à un chat et un type se cogner la tête contre les murs. Erasme était un auteur à succès. Il a écrit un très important recueil de proverbes intitulé « Les adages ». Je suis certain que Il a Bruegel vraiment une DA de fou, ce mec. l'a lu, et que la lecture de ce livre a eu de l'influence sur son œuvre. Non mais c'est génial, vraiment, genre, c'est vraiment des peintures pour TDAH. Genre, c'est trop bien. Je peux pas le laisser passer un moment comme ça, je suis obligé de mettre sur pause les gens, je suis désolé, faut que je regarde un peu. Les proverbes flamands nourrissent les scénettes d'un grand tableau de Bruegel, aussi connu comme Le Monde renversé. Sur la façade de Ça c'est pas Bosch, c'est Bruegel apparemment. l'auberge du Croissant de Lune, un globe est bel et bien renversé, indiquant un monde Attendez, il est en train de chier sur le globe le mec, on est d'accord? sans dessus-dessous. Au-dessus, un homme a baissé son pantalon pour littéralement chier sur le monde. Oui, on est d'accord. Le déféqueur porte un chapeau bariolé en forme de cône surmonté d'un œuf. Une coiffe qui suggère la folie. C'est toi Runko, t'es là, t'es juste ici, regarde, c'est toi. À l'avant-droit de l'œuvre, un misérable doit ramper et se tordre pour se frayer un passage dans le monde. Tandis qu'à côté de lui, un nanti fait tourner le globe sur son pouce. Les peintures animées c'est trop bien, il en faut plus. Le monde s'offre différemment à ceux qui sont bien nés et qui possèdent Genre moi je pense qu'il y a plein de musées où tu me mets l'œuvre et à côté tu me mets un gros écran avec l'œuvre animée, je suis trop heureuse. des richesses. À droite, le Christ est assis sur une chaise avec son globe. Un moine agenouillé lui pose une C'est pas aussi stylé que de chier sur le monde, je trouve. fausse barbe, symbole de l'hypocrisie de l'Église. J'aime trop sa tête. Bruegel voit de la folie partout. Dans certains tableaux, il la tourne en dérision. Et dans d'autres, il se Moi moque aussi je vois un peu de la folie partout. de lui-même, conscient qu'il est tout aussi fou que certains des personnages qu'il peint. Ne faut-il pas être complètement zinzin C'est vrai pour qu'on... fausser Oh ouais, on aurait un peu dit le Jésus égyptien juste avant, de l'anecdote de dimanche dernier. ses droits dans la gueule de l'enfer? Margot la folle traverse ce tableau de Bruegel l'Ancien à grandes enjambées, une épée à la main, sans même avoir pris le temps d'enlever son tablier. Pareil, elle a un flow, je suis désolé, elle est incroyable. Genre vraiment, ce protagoniste de jeu vidéo, genre vraiment, elle est trop stylée. On dirait qu'elle sort tout droit de Fear and Hunger. Genre... Grandes enjambées, une épée à la main, sans même avoir pris le temps d'enlever son tablier. La lutte contre les ténèbres est d'ordinaire la mission de preux chevaliers. Cette peinture est donc consacrée à la prise de pouvoir par les femmes, dans un monde dominé par les hommes. Je connaissais pas Bruegel, mais je suis convaincu, hein, c'est génial. Une situation dont s'amuse beaucoup le peintre. Juste derrière la générale, ses soldates ligotent un démon. Ici, ce sont les femmes qui portent la culotte. Nul doute que certains hommes y voient une folie. Au centre du tableau, un géant porte sur ses épaules un bateau qui... D'ailleurs, c'est comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, est-ce qu'elle était vraiment folle? Ou est-ce que on a... elle devait quand même avoir un pet au casque, je pense, à la base. Mais je pense qu'elle était surtout perçue comme folle et pas comme une meuf qui a des révélations, justement, parce que c'était une femme guerrière. Tient un globe de cristal. Cette nef des fous est maintenant le véhicule du commerce international qui a enrichi la ville d'Anvers. Alors, je pense que la différence, l'une des raisons pour lesquelles Jeanne d'Arc, c'est pas forcément une sainte, qu'elle n'ait pas forcément été canonisée. Je sais pas si elle a été... Je pense pas qu'elle ait été canonisée, Jeanne d'Arc, si. Attendez, je vérifie. Oh, ça a pas l'air... Je suis proclamée sainte. Ah si, elle a été proclamée sainte. Ok. Ok. Elle était... Ah, en 1920, ouais, donc longtemps après qu'elle ait été cramée quand même. Ok. Voilà quand même été proclamée sainte a posteriori.
L'argent coule à flot à Anvers, comme du cul en coquille d'œuf du géant. La créature évacue la monnaie avec une grande louche pour qu'elle ruisselle sur la ville. C'est très amusant de voir l'imaginaire de Bruegel s'inscrire dans la lignée de celui de Bosch, tout en y ajoutant une touche d'humour qui découle de l'idée de la femme forte. C'était vraiment le top de l'humour à l'époque. Ils sont oh, une meuf avec une épée, bah MDR. Oh putain, hey, Bruegel, vraiment, t'es trop con. Hein. En quelques années, Anvers est devenue la capitale du capitalisme. L'insensé est dorénavant celui qui s'oublie en plaisir terrestre, se voue à la poursuite de l'argent et mène une existence frivole. Anvers était l'équivalent de New York dans la Renaissance nordique. Dans cette ville, tout tournait Ça agit un peu. explicitement autour de l'argent. C'était un haut lieu du commerce et de la vente de produits en tout genre, grâce à l'importation portuaire. Le port était une extension de la ville. À cette époque, il était tout à fait normal de voyager en bateau jusqu'en Amérique, en Europe du Nord, en Afrique, en Inde ou en Chine. Créature des lointains, le singe est aussi une figure du fou, parce qu'il imite l'homme et semble obsédé par la camelote et toutes les babioles qui brillent. Ces deux C'est ça qu'on aime bien les singes. singes de Bruegel sont des colobes à tête rouge d'Afrique qui reflètent l'étendue du commerce d'Anvers, dont le port se découpe en arrière-plan. La riche cité flamande est soumise à ses aspirations matérielles en dépit de son apparente liberté. Il faut bien comprendre que toutes les importations qui arrivaient à Anvers, qu'il s'agisse d'animaux, d'épices ou autres, étaient à portée de vue, d'odorat et d'ouïe des habitants. Dans cette ville trépidante, tout avait trait au sens. À Anvers, les marchands, les spéculateurs, les armateurs et les banquiers qui amassent de formidables richesses ne sont probablement pas des types très drôles. Ces capitalistes anticipent, prévoient, calculent. Ils sont critiques et réalistes, c'est-à-dire logiques, sérieux et rationnels. Rien n'est plus éloigné de ces convenables et ennuyants bourgeois des villes que les paysans. Dans les fêtes de village, on rit fort, on boit trop, on mange jusqu'à vomir, et dans la moiteur des granges, on fait la chaussette. Qu'ils sont rustaux, provinciaux et mal éduqués. On sait s'amuser quand même hein, par rapport à eux. Aux yeux du citadin d'Anvers, le paysan est un fou qui est resté proche de l'état de nature, un sauvage. Il est de notoriété publique que Bruegel se déguisait en paysan pour se fondre dans la masse. Il le faisait parfois accompagné d'un ami pour rigoler. Il se servait de ce camouflage pour observer les gens. C'est quoi ce design? C'est quoi ce design de fou malade? Hop. Les apiculteurs de Bruegel Ah, c'est des prennent toutes apiculteurs! les précautions nécessaires. Ils portent une tenue adaptée, mesurent chacun de leurs gestes et ne vont pas à l'encontre de la nature. Genre, moi, je suis apiphobe. C'est genre la phobie des abeilles. Et je suis plus trop apiphobe maintenant parce que j'ai travaillé là-dessus. Mais putain, un jour, j'ai vraiment essayé de faire ça sérieusement. Et genre, d'aller chez un apiculteur et tout, c'était pour le... Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, le TPE au lycée. C'est une espèce de gros projet que tu dois faire et que tu dois présenter dans un diapo à la fin au bac. Et genre, moi, j'avais voulu commencer par faire un truc sur les ruches et les abeilles. J'ai fini par faire les araignées. Et du coup, j'avais été voir un apiculteur et tout, et j'avais mis la combinaison. Et j'ai même pas réussi à approcher la ruche, en fait. Genre, au bout de, 2 abeilles sur mon casque, c'était la panique. Mais vraiment, la énorme panique. Genre, j'étais en mode, les abeilles étaient juste là, au niveau de mon visage. Jamais elles pourraient me toucher, hein. J'étais une astronaute. Mais putain. Vraiment une expérience intense.
Ils entrent en opposition avec l'autre personnage, qui se montre imprudent en grimpant dans l'arbre pour voler les œufs d'un nid. Cette idée de communion avec la nature témoigne d'une bienveillance admirable. Dans ses œuvres consacrées aux paysans, Bruegel interroge: sont-ils fous ces campagnards tenus à la marge du monde capitaliste, ou vivent-ils une existence plus pleine? Je suis désolé, mais normalement, si t'es dans la mentalité de l'époque et que tu te rends compte que les villageois et tout sont plus proches d'un état de nature et que tu as des valeurs, on va dire, religieuses et que normalement la nature c'est à peu près Dieu quand même, ben t'es censé. Ouais, non, c'est vrai qu'à cette époque-là, la nature c'est pas tant Dieu. Enfin, ça dépend, je pense. J'ai du mal à dire à quelle époque on est, Bruegel exactement. Genre, j'ai du mal à recadrer de quel siècle il parle en fait depuis le début. La société urbaine que représente Anvers à l'époque est nostalgique d'un monde où le commerce et le matérialisme n'existaient pas. Ces tableaux bucoliques C'était des hobbits. reflètent probablement l'idéal de riches citadins. Ceux qui achètent les œuvres de Bruegel ont sûrement l'impression d'avoir une vie difficile, qu'ils soient en proie à des problèmes financiers ou commerciaux, à des déboires avec des sociétés d'assurance ou à des mariages arrangés. Oh, c'est dur la vie de bourgeois, hein, vraiment. Et quand on regarde les paysans, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Après leur journée de travail, ils piquent un somme. Ils boivent Premier doc, ça me rappelle ma période crop circle. de la bière. Ils dansent avec des femmes. Ça semble fantastique. Ils s'amusent. J'étais pas une meuf qui cherchait les crop circles, hein. J'étais une meuf qui fabriquait des crop circles. On s'occupe comme on peut à la campagne. Dans la Par grande contre, j'ai le seum. Genre, j'ai dû faire peut-être une quinzaine de crop circles. Il y en a. Alors, ils étaient pas très beaux. Alors, franchement, ça, c'était un peu du taf d'amateur, hein. Vraiment, genre, je savais pas comment m'y prendre correctement. Mais j'ai dû faire genre une quinzaine de crop circles. J'ai jamais fini dans aucun journaux. J'ai trop le démon. tragédie du roi Lear de Après, Shakespeare, je faisais ça quand j'avais genre 11-12 ans. le fou du roi disparaît subitement en plein milieu de la pièce. Et c'est un peu ce qui se passe au cours du XVIe siècle. Le fou est le personnage central des écrits de Sébastien Brandt. Il est l'incarnation même de... Et je pense que je suis arrivé trop tard. Genre, j'aurais dû faire mes crop circles dans les années 80-90. Je suis né en 97. Là, je pense qu'il y aurait moyen que j'aurais pu passer dans un journal. l'irrévérence, qui est souvent considérée comme un péché Oui, tu sais ce que c'est un crop circle. dans les œuvres de Brandt et de Bosch. À la fin du XVIe siècle, les parias ont Non, progressivement... sérieusement, vous voyez pas? Ah, attendez. C'est ça? Tu sais, c'est dans les champs. C'est des figures. Alors, les miens, ils étaient vraiment pas aussi beaux, hein. Mais genre, vraiment pas aussi beaux, hein. Genre, ils étaient vraiment pas aussi beaux. Mais ouais, moi, j'allais dans les champs à côté. Attendez. Oula, attendez, non, en fait, ah, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Attendez. Parce que c'est un peu hard trigger pour moi, dans un certain sens. Oui. Alors, attendez. Je sais pas si je vais pas vous montrer exactement, attendez. Comment est-ce que je balance un petit bonhomme là? Hop. Dans Street View. Ouais, c'est ça. Ouah, ça fait bizarre de revoir ça. Ça fait plus d'un an que j'ai pas mis les pieds. Mais ouais, du coup, moi, genre, j'allais. Ah bah, lui, je pense qu'il devait me détester. Parce que je crois que ça, c'est la maison du mec à qui appartient les champs, justement. Moi, j'allais, genre, dans le champ qu'il y a là-bas, tout au bout là-bas. Je sais pas si vous voyez la fine ligne jaune, juste là. En gros, je traversais tout le truc. Je pourrais pas vous montrer du coup en Street View, je pense pas. À moins que je puisse aller de l'autre côté, là, sur la rive. Mais je sais pas si je peux faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Je suis pas sûr, hein. Bref. J'allais là-bas et je faisais mes crop circles là-bas.
Vu par-dessus, au pire. Bah, je sais pas comment ça marche en vrai, Google. Après, je vous dis, je suis pas non plus full à l'aise. C'est pas des endroits où il m'arrivait que des trucs cool. Mais voilà, en gros, moi, du coup, c'était par là. Je faisais mes crop circles dans ce coin-là. Et genre, il y a même un jour où j'en ai eu marre que personne ne remarque mes crop circles. Du coup, j'en ai fait un. Un tout petit. Genre, j'en ai fait un qui était grand comme ça, quoi. Ici. Parce que j'en avais marre. J'en avais marre que personne n'y remarque mes crop circles. Genre, je les faisais je me disais, mais vas-y, ça se trouve, en fait, je les fais juste trop loin pour que les gens les voient. Du coup, j'ai débarqué là. Genre, un après-midi où il y avait Son Père ou quoi. Parce que quand il y a Son Père ici, les gens, il y a Son Père. Et j'ai commencé à faire des crop circles. Et évidemment, il y a des gens qui me regardaient un peu en chelou et tout, tu vois. Et en fait, bah, personne, tout le monde s'en est foutu, quoi. Je crois que trop de gens avaient dû me voir le faire. Ce qui n'était pas très malin, hein, en vrai, pour être parfaitement honnête. Et ça, là-bas, ouais, c'était là où j'étais vraiment. L'endroit où vraiment je me réfugiais quand j'étais petite. Ça, c'est une petite île qui est au milieu du canal. Donc, le canal s'appelle la Dole. Et comment je peux déplacer le bonhomme, là? Comment je déplace le bonhomme? Comme ça? Je peux pas aller dedans? Je peux pas aller dedans, non? Je peux aller que là. Mais en gros, du coup, c'est une île où il y a plein de végétation et plein d'espaces verts. Et j'ai beaucoup squatté cet endroit. Et il y avait énormément de grenouilles à l'époque. Et donc, une de mes grosses fascinations, un de mes gros intérêts spécifiques, c'est les grenouilles. Et ça vient de ça, en fait. Voilà. Maintenant, vous savez. Vous avez un peu plus de mon origin story. Et voilà, moi, je débarquais souvent à Bâle en vélo, comme ça. Toujours très dangereuse, hein, moi, quand je suis au volant d'un vélo. Et hyper vite. Et puis, je partais dedans, là, comme ça. Et il y a un pont. Le truc un peu ridicule dans cet endroit, c'est que du coup, vous pourrez pas voir. Mais attendez, est-ce que je peux pas régler pour que on voit une photo plutôt qu'on voit de la merde, là, comme ça? Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? C'est ça? Ah! Bah, ça, c'est un pont. Genre, si vous voulez, genre, la folie, par exemple, une bonne interprétation de la folie, c'est un pont construit là, comme ça, là. On m'explique? Le canal, il passe là, il passe là, il passe là. Le pont, il est là. Du coup, on l'appelle le pont cassé. Voilà. C'est le pont cassé. Et moi, un jour, je suis monté sur l'arc comme ça. J'étais tout en haut, j'étais trop heureuse, trop fière. Et j'avais plein de cabanes et de bordel dans tout ça. Je connais cet endroit par cœur, hein, les gens. Vraiment, tous les petits chemins, je le connais par cœur. Bref. Trêve de crop circlerie. Remplacer les fous affublés de leurs costumes de bouffons. Cherche du coca. Hop. Ah, je vous ai même pas mis le cran d'attente. L'âge d'or du fou referme sa parenthèse avec le XVIIe siècle. Le mouvement de la contre-réforme censure l'humanisme européen. Les œuvres d'Erasme sont mises à l'index par le Vatican et elles disparaissent du monde catholique.
il faudra des siècles à Rome pour lever l'interdiction frappant l'éloge de la folie. Tout un pan de la pensée antique, redécouvert par les humanistes et rendu possible par l'imprimerie, est brûlé par l'Inquisition. Voilà, du coup, on est tout pile au moment où il y a eu le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure qui a été publié. L'humanisme promettait une certaine ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans Le Paradis perdu de John Milton, dont je vous parlais juste avant, il y a des milliards de références à la Grèce antique et aux mythologies antiques. C'est une période où les gens étaient redevenus des bandeurs de ça. Une certaine soif de nouvelles connaissances et une certaine tolérance. Qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, je vous préviens, Le Paradis perdu de John Milton, cette merveille absolue, à ne pas commencer si vous n'avez pas un peu des références en mythologie grecque ou romaine, parce que vraiment, genre, sinon c'est dur. Hein. C'est vraiment dur de suivre. Fait disparaître. Le dogmatisme. L'humour du fou n'était plus tolérable dans la société moderne. Un personnage qui se moquait ouvertement de tout et qui ne se prenait pas au sérieux devait absolument disparaître. C'est hyper intéressant, je trouve, le lien qu'on peut faire entre la folie, le rire et la gauche. Enfin, dans le côté révolutionnaire du truc, dans le côté, genre, c'est ce qu'il disait avant. Genre, la folie, à une époque, c'était défini comme le fait d'être insatisfait du status quo et de vouloir changer les injustices du monde. Genre, ça, c'était perçu comme étant la folie. C'était quasiment la définition de la folie, en fait. Et du coup, ça rejoint aussi le rire, qui devient, en fait, une façon de lutter, justement, contre ce monde-là, ou le rendre supportable, du moins. Genre, je trouve que tout ça, c'est des choses qui me nourrissent vraiment intellectuellement. Globalement, il y a quand même une certaine victoire de ce sérieux, au fond, qu'appelait de ses voeux. Et ça, voeux. je suis d'accord, par contre, les fous, on a perdu. On s'est fait... Enfin, après, on était parti perdant, je veux dire, de par le fait que, justement, on est fou parce que, la base, on est précaire aussi, enfin... Un Brandt, la contre-réforme, et la réforme aussi, d'ailleurs, est un monde du noir et blanc. Genre, le fait qu'au pouvoir, aujourd'hui, on soit plus... Enfin, je veux dire, dans la même continuité du truc, quoi. Le fait qu'on soit incapable de mettre au pouvoir des gens un peu stylés, pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans les systèmes autoritaires qu'on met en place, c'est impossible de se moquer du... Comment dire? C'est impossible de se moquer du mec qui est tout en haut, quoi, concrètement. C'est impossible de rire de lui, parce que du coup, sinon, il te décapite et il te déglingue. Ça serait acte le troublant ou... Je comprends rien. Merde, je sais plus ce que je disais. Dommage. J'ai complètement perdu ce que je disais. Troublante hyperactive, hein. Le siècle des Lumières n'a pas refoulé les ténèbres, les angoisses. Oui, la victoire du sérieux sur... genre le fait que... du coup, en fait, le fait que tu n'aies pas le droit de te foutre de la gueule du mec tout en haut, je trouve que ça crée une ambiance horrible, en fait. Genre, ça crée vraiment une... Du coup, ça fait qu'en fait, ça se... Comment dire? Ça se répercute sur toute la hiérarchie, en fait. Si t'as pas le droit de te moquer du mec tout en haut, ça signifie que t'as le droit de te moquer du mec tout en bas, quelque part. Je sais pas si c'est clair, mais une règle ne va pas sans l'autre, en fait. C'est genre un... il y a une forme de cohérence derrière ça, quand même. Donc, le fait que le sérieux a gagné, c'est aussi un moyen, si vous voulez, ça a un sens d'un point de vue de la hiérarchie, quoi. Mais même d'un point de vue politique, en fait. Genre, le fait qu'on n'ait pas le droit de se moquer du mec au-dessus, ça fait qu'on n'a pas beaucoup le droit de se moquer du mec en dessous. Et ça fait qu'on a vraiment, par contre, totalement le droit de se moquer du mec tout en bas. Genre, et je trouve ça intéressant. La violence. Au tournant des 18 et 19e siècles, la figure du fou... Genre, faudrait vraiment que... Et moi, je trouve que c'est un des trucs qui commence à être un peu plus sympa avec la France Insoumise. Genre, le fait de les voir débarquer en pas sérieux et limite faire des blagues et tout, moi, putain, ça me fait du bien. Genre, premier degré, les gens, ça me fait vraiment du bien. Genre, tous les moments les plus fous du bus de la FI, moi, c'est vraiment les seuls moments où je les apprécie vraiment. Hein.
Genre, les moments où je suis vraiment derrière eux, c'est et même derrière des mecs comme Ruffin. Genre, c'était à l'époque où il venait à l'Assemblée en maillot de foot, ça, c'était un vrai move. Genre, c'était un vrai move intéressant, je trouvais quand même. Et justement, par rapport à ce truc de casser un peu l'image du sérieux, essayer un peu de ramener aussi la politique sur quelque chose d'un peu concret, quoi. Je sais pas si je suis très clair. Ok, la personne tout en haut, mais après que. Ah bah après t'es fiché S. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire dans le côté t'as pas le droit. Genre, en tout cas, t'auras jamais le droit de le faire devant lui. Genre, rien que ça, c'est un peu grave. Et moi, justement, je trouve ça bien de. Quand il y a des dynamiques de pouvoir au sein des différents groupes auxquels je participe, parce que c'est tout le temps le cas, tu vois. Genre, il y a tout le temps des dynamiques de pouvoir, que tu veuilles ou pas. Genre, même dans le militantisme, par exemple. Genre, il y avait Arte qui était sur le chat l'autre jour. Arte, c'est elle est au secrétariat du bureau de l'OST de Grenoble. Donc, en soi, d'un point de vue hiérarchique, au sein de l'OST, c'est un peu ma supérieure. Donc il y a quand même une relation de pouvoir entre elle et moi, mais qui est pas énorme non plus, hein, parce que j'investis ce que je décide d'investir dans l'OST. Donc en soi, elle a pas vraiment de pouvoir sur moi, c'est un pur rapport hiérarchique. Mais afin d'éviter tout problème, bah, le plus drôle, c'est quand même encore de se foutre de la gueule d'Artemis un peu tout le temps, quoi, et de l'appeler patronne parce qu'elle aime pas ça, etc., etc., etc. C'est toujours moi je trouve que c'est toujours hyper important de quand il y a un rapport de pouvoir, d'avoir ce contre-rapport de pouvoir là à travers la moquerie ou à travers un peu le ricanement, quoi. Ressurgit dans l'art à la faveur des guerres qui ravagent l'Europe. Et je trouve que c'est à partir du moment où l'autre le prend mal qu'il y a un problème. Et le problème, c'est pas toi qui es en train de te moquer, tu vois. Genre, si Artemis, elle le prenait mal, que on l'appelle patronne, ça commencerait à être bizarre, en fait. Je me poserais des questions sur elle, en fait. Je serais pas en train de culpabiliser, de me dire, ah, est-ce que je me suis moqué d'elle, etc. Mais moi, les gens, à chaque fois que vous dites la scène, dans ma tête, genre vraiment, je vous jure, genre premier degré, je vois ça. Systématiquement. À chaque fois que vous dites la scène, je vois ça. Je vois ça. C'est ça. Je vois ça. C'est ça que je vois. Oui, c'est la scène, pas la scène. Oui, je sais, je l'ai mal écrit. Mais en fait, la raison pour laquelle je l'ai mal écrit, c'est que je savais pas si c'était la scène ou la scène. Voilà. Quand je sais pas, je mets les deux. Enfin, j'écris ça normalement, quoi. Le peintre espagnol Francisco de Goya exprime la folie À ne pas confondre avec Antoine Goya. C'est pas la même personne. et la férocité de l'homme dans ses peintures noires. Et de toutes les fresques du cycle, Saturne dévorant son enfant Ah, j'adore ce tableau, il est incroyable. est l'expression la plus violente d'un monde vidé de sens. Le corps dévoré d'un enfant déchiqueté ne ressemble à rien. Genre, il est fantastique ce tableau, je trouve. Vraiment, il dégage quelque chose de... Et j'ai pas fait d'études d'art ou quoi, hein, les gens. Je suis pas du tout basé sur l'art. Moi, je me fie beaucoup à ce que je ressens quand je vois un tableau. Par contre, du coup, ça me fascine depuis longtemps, donc je connais plein de tableaux, de fait. Mais genre, celui-là, ah, la dinguerie! Non à la folie de la guerre, à la victoire de la Genre, mort. matez-moi ses yeux! C'est une folie! Genre, tout est parfait. Genre, les petits traits pas sûrs qui font les reflets sur son visage. Genre, tout est à la fois parfait et en même temps, le trait est un peu hésitant. Genre, il y a un côté... Ah, moi, je sais pas, ça me fait quelque chose, hein, les gens. Genre, mais matez-moi ce regard, le nez, tout est... Dans cette œuvre, tout est inexplicable, énigmatique, menaçant. Alors notre figure du fou revient en force, est redécouverte ou réinterprétée par les artistes romantiques. Il y a la vision de l'artiste. Il a l'air d'avoir toute sa tête, lui aussi. Genre là, ça, vraiment, modèle typique de mec sain de cette époque. Hein. Comme passeur, ce messager inspiré qui est proche du fou. Au début du 19e Le petit strabisme qui dit tout. siècle, des artistes prennent position dans la marge de la société. Oh, ils sont trop stylés. Et certains, comme Théodore Géricault, cherchent des sujets à peindre à l'intérieur des asiles. L'intériorité et les états d'âme sont projetés sur la toile et dans les œuvres littéraires. Le spleen devient le spleen des petits à l'école, ça a l'air en marteau. mal du siècle.
La mélancolie, la maladie des artistes. À la Renaissance, il y a un âge d'or de la mélancolie, avec la célèbre représentation de Dürer. L'ombre qui est sur le... C'est génial. Si vous voulez du coup la suite de l'histoire, vous pouvez aller voir la vidéo de H sur le colonialisme et les open world, qui du coup parle de jeux vidéo, d'open world et du rapport colonial. Et justement, genre toute la conclusion de H, ça fait le lien avec ce qui est du coup la fin de ce documentaire, à savoir la période mélancolique dans l'art, le mouvement mélancolique. Et ce qu'on en a gardé en gros concrètement dans la culture. Le visage du savant ou de l'ange mélancolique de la gravure rappelle la fin de... Elle parle précisément de la mélancolie masculine blanche, mais on est chez les hommes blancs là, donc normalement je tape dans le mille. Nigra, donc le visage noir. La mélancolie est une maladie mentale très grave, avec un risque de suicide. Et le 19e reprend l'association entre génie et folie. Nous avons un cerveau très compliqué. Et peut-être le fait de pouvoir être génial, parfois, d'avoir la capacité de penser librement, etc., est ce qui nous rend vulnérables à certaines maladies psychiatriques, comme justement la mélancolie. En cette première moitié du 19e siècle, les autoportraits d'artistes se multiplient. L'expression des états d'âme... J'aime trop la pratique de l'autoportrait. Genre, j'ai un bouquin là-dessus et tout. C'est beaucoup plus intéressant que ce que vous pouvez croire en vrai, les gens, la pratique de l'autoportrait dans l'art. Il y a vraiment une analyse d'une profondeur abyssale que vous pouvez en faire sur justement le regard que tu portes à toi-même. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail et tout, mais genre la pratique de l'autoportrait, moi dans le dessin, c'est un des trucs que j'ai le plus fait parce que du coup, je suis aussi illustratrice. Je sais pas si vous saviez, mais je fais pas mal de dessins. Et genre, du coup, mon dernier autoportrait en date est plus tant à jour que ça. Donc, il faudrait que je refasse un nouvel autoportrait. Parce que justement, genre, moi, j'aime bien, à des fréquences un peu régulières de ma vie, faire des autoportraits. Après, ils sont un peu, comment dire, ça change un peu en fonction de ce que j'ai envie de faire ou quoi que ce soit, ce genre de truc. Mais genre, par exemple, un de mes derniers autoportraits en date, c'était celui-là. Qui parlait d'anorexie, entre autres. Et moi, j'aime beaucoup ça. L'autoportrait, je trouve que ça a beaucoup de sens. Quand t'es artiste, parce que justement, enfin, tu peux difficilement être plus précis que quand tu parles de toi-même dans l'art en particulier. Du coup, oui, moi, ça c'est mon dessin autour de l'anorexie et aussi un peu de l'insomnie. Et voilà, du coup, si vous saviez pas, parce que du coup, j'en fais plus tant que ça des illustrations, mais il y en a quelques-unes sur mon Insta si ça vous intéresse. L'âme est synonyme de modernité. Le peintre Gustave Courbet se peint sous les traits du bouffon, du troubadour, du saltimbanque. Le désespéré témoigne du découragement et de la terreur qui entraînent le jeune peintre dans les vertiges du désespoir. Ça, pareil, un de mes tableaux préférés. Genre, il est incroyable, ce tableau. Genre, la posture du gars et tout. Genre, je sais plus comment il s'appelle. Mais le bouffon, le Joker, la saucisse. Du découragement et de la terreur qui entraînent le jeune peintre dans les vertiges du désespoir. Dans un monde industrialisé gagné par... Genre, j'aime trop les regards dans les portraits. Et genre, lui, il est particulièrement stylé. Genre, il est trop bien. La raison, le calcul, les machines. L'art devient l'un des derniers refuges des fragilités et des fêlures humaines. Bah, soyez fous, hein. Moi, la conclusion, c'est que la folie, ça a toujours été basé. Hein. Désolé, hein. Mais moi, c'est ça que je retiens de ce documentaire. Bah, écoutez, c'était super, hein. Comme prévu, c'était un peu reposant, c'était un peu chill. C'était cool, c'était good vibe. Sinon, vous, tout va bien dans la vie? Fatigué hein, aujourd'hui. Ah oui, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous ai pas dit, mais j'ai quasi pas dormi cette nuit. Je suis explosé. Hein. Je suis vraiment en mode
troublante, fatiguée. Et en plus, j'ai plus le droit d'avoir du Red Bull. Donc maintenant, à cause de vous hein, d'ailleurs, c'est à cause de vos subs, hein, je rappelle. Donc du coup maintenant, faut que je réfléchisse les sub goals parce que du coup la barre est redescendue après le mois qui est passé. Et oui, du coup, une possibilité qu'on peut faire, genre soit on continue à regarder des trucs sur YouTube. Donc, alors attendez, on peut regarder vite fait s'il n'y a pas quelque chose qui vient de sortir, s'il y a pas, si on n'a pas envie de mater quelque chose. Tout ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Bon, tout ça, on s'en fout a priori. Donc, il nous reste quelques trucs à mater. Donc là, on est dans une vibe un peu documentaire. Donc, on a regardé le documentaire de Arte sur la folie qui m'a régalé. Hein. Perso, c'était vachement bien. J'ai trouvé ça vraiment cool. Après, là, on n'était pas du tout sur une analyse politique ou quoi que ce soit. Donc, on a plusieurs choix devant nous. On peut react à la vidéo de Marketing Mania qui dit pourquoi Hollywood déteste les entrepreneurs. Et moi, je suis en mode qu'est-ce que tu racontes, mon ref? Qu'est-ce que tu racontes? D'où Hollywood déteste? Bref, on va voir qu'est-ce qu'il raconte potentiellement. Sinon, si on veut rester dans donc c'est une vidéo de droite, du coup on serait plus sur du react politique. Si on veut rester dans du documentaire, on a l'histoire taboue et secrète de l'émulation. Donc l'émulation, je sais pas si vous voyez dans le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à créer une machine virtuelle sur un ordinateur. Genre par exemple, une Super NES, c'est un objet physique avec une carte mère, avec plein de trucs. Bah, tous ces composants-là, on peut les créer virtuellement sur une machine et faire une simulation de ça. Et du coup, jouer à des jeux rétro, en gros, ou à des jeux sur une machine. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'avoue que là, on vient de se taper 1 heure de documentaire. Est-ce que je suis prête à repartir dans 1 heure de documentaire? Je sais pas. Sachant que ça, c'est des vidéos qu'on peut mater sur le temps long, quoi. Genre, on peut les garder pour plus tard. Donc moi, je serais pas forcément chaude pour ça. Sinon, il y a... Moi, ce qui pourrait m'intéresser tout de suite, il y aurait... On part sur du... on réacte la vidéo de Marketing Mania, non? En gros, c'est soit on réacte à la vidéo de Marketing Mania, soit je joue à Elden Ring. Vraiment, le choix, il est là. Donc, donc pour le moment, marketing, je pense que c'est bien pour la vibe où on est là. Genre, Marketing Mania, Diane Vort, c'est pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est un groupe de musique que moi, j'aime énormément. Et qui sont complètement cancel. Mais genre, c'est cancel d'une violence, genre, je crois qu'ils sont condamnés pour esclavage. Du coup, c'est une vidéo qui m'intéressait. Soit la vidéo sur l'émulation. Mais j'ai dit que j'avais la flemme. En fait, j'avais envie de faire un vote pour que vous ayez le choix, mais on va juste réagir à Marketing Mania, je pense. Désolé, hein. Désolé, pas de démocratie aujourd'hui. Dans la série Reacher, le héros enquête sur des meurtres dans une petite ville américaine quand il rencontre ce personnage. And I promise, I will provide whatever funds, whatever resources to find whomever is responsible for these heinous acts. Attendez, je vais faire ça bien.